Donc ici, voilà. Donc en fait, ici, il est question de traiter des contrats, mais des contrats qui ont un environnement légal et des dispositions légales particulières, c'est les contrats qui sont passés par voie électronique. Donc on entend les contrats passés par voie électronique, soit les contrats qui effectivement ont été conclus à travers des échanges de mails, d'accord, ou soit des contrats qui ont été conclus à travers un site internet directement. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quelle est la position du consommateur face à un professionnel qui fait des ventes sur Internet. Quelle est sa position? Et on va voir que finalement, l'environnement légal protège beaucoup le consommateur, qu'il soit en droit interne ou qu'il soit en droit international. Alors ici, sur ce premier cas, on a une jeune fille qui a une petite taille, hein, 1,50 m, et qui n'est pas très épaisse non plus, puisqu'elle pèse 45 kilos. Et elle a quelques petits soucis pour se vêtir. Donc une amie lui dit qu'il y a un site internet qui s'appelle minifem.com et qui devrait permettre de lui développer sa garde-robe. Donc elle va sur le site, elle sélectionne des produits, vous avez déjà tous fait un achat sur internet, elle valide son panier, et puis elle tombe sur une page qui récapitule sa commande, et la page se ferme tout de suite en lui disant bon, bah, c'est bon, votre commande a été faite. Sauf que dans l'intervalle, elle a vu qu'il y avait une deuxième paire de chaussures qui avait été mise. Elle avait passé commande elle avait validé un panier pour une paire de chaussures, et puis dans le récapitulatif, elle voit qu'il y a deux paires de chaussures. Et donc, elle reçoit par la suite un courrier électronique qui lui dit voilà, mademoiselle, le récapitulatif de votre commande avec donc les deux paires de chaussures. On vous demande est-ce que toute la procédure a bien été respectée ou y a-t-il des anomalies dans la procédure de vente sur Internet dans ce cas pratique? Ça, c'est la première question. Et éventuellement, quelles sont les voies de droit qu'elle peut utiliser, alors qu'elles soient contentieuses ou amiables, pour essayer de résoudre ce problème. Puisqu'effectivement, elle a reçu deux paires de chaussures à la place d'une seule paire. Alors, sur la première question, alors je vais répondre parce qu'effectivement, alors soit vous vous souvenez, et là vous m'interpellez, ou soit c'est un chapitre qui est un peu loin, ou peut-être même vous n'avez pas vu. D'accord. Alors je sais qu'avec mes étudiants hier, nous n'avons peut-être pas vu ce chapitre, mais il y a deux, trois chapitres comme ça, où je me suis dit de toute façon, c'est pas des gros chapitres, et on aura l'occasion à travers les révisions de les revoir. Donc ne vous inquiétez pas, tout le programme va être balayé, mais c'est vrai que ce chapitre-là, à vrai dire, je ne me souviens pas l'avoir traité avec mes élèves de Lille l'année dernière. Et puis comme ils sont présents, de toute façon, ils me confirment a priori. Et comme ce sont de bons élèves et que je suis sûr qu'ils se souviennent de tous leurs cours de l'année dernière, Nice non plus, bah oui, ça tombe super bien. Donc, ici, vous enflammez pas trop, hein, Mathilde. Ici, ce qui est intéressant, c'est de connaître la procédure, notamment des ventes sur Internet. Et cette procédure, elle est obligatoire. D'accord. Elle est obligatoire de par la loi. D'accord. Il y a des dispositions aujourd'hui dans le code pénal, dans le code civil, pardon. Je crois qu'elles sont au terme des articles 1127 et suivants du code civil, qui précisent que pour les contrats électroniques, il y a des dispositions spécifiques, en plus des dispositions de droit commun qu'on connaît concernant les contrats, notamment les conditions de validité. Et notamment pour la procédure de validation du contrat quelque part, pour cette procédure qui permettra de dire le contrat a été conclu entre les deux parties, il y a une procédure particulière, c'est celle qu'on appelle du double clic. Vous devez obligatoirement valider votre commande par deux clics dans deux pages successives. Ici, on voit bien que la jeune fille, France, a donc cliqué une première fois pour valider son panier. D'accord. Donc clairement, oui, je veux faire cette vente. Et puis, il n'y a pas eu de proposition de deuxième clic
confirmant sa volonté de passer commande. Et c'est là où il y a un problème, puisque la procédure obligatoire, c'est d'abord d'être informé, d'accord, d'avoir une page qui vous permet de connaître les conditions générales de vente. Bien souvent, on vous demande d'accepter les conditions générales de vente. Généralement, on ne le dit pas, hein, ou on vous donne un certain nombre d'informations. C'est aussi d'avoir cette double confirmation concernant une commande, avec la possibilité, entre le premier clic et le deuxième clic, de modifier éventuellement sa commande. Et ça, c'est une obligation. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a pas eu ce deuxième clic, cette confirmation de commande, avec la possibilité en plus de modifier. Mais l'option ne précise pas. On s'en fiche qu'elle a payé. Ce qu'on nous demande ici, c'est y a-t-il un problème? Alors, on suppose que peut-être elle a payé parce qu'elle voulait vraiment avoir sa paire de chaussures, mais quand vous êtes dans un cas pratique, voilà, vous vous cantonnez au cas pratique. N'allez pas chercher est-ce qu'elle a payé? Parce qu'évidemment, on pourrait s'imaginer que vous, dans une situation pareille, vous avez remarqué qu'il y a eu 2 paires de chaussures, bah, vous n'allez pas jusqu'au bout de la démarche et vous ne payez pas. D'accord? Ici, ce n'est pas le problème. Bon, peut-être que si vous en parlez, ok, mais il ne faut pas se taper la main, parce que le point ici qu'il faut identifier, c'est le fait qu'il n'y ait pas de deuxième clic avec possibilité. Donc, deuxième clic qui finalement dit ok, je veux bien conclure, avec cette possibilité de modifier le contrat. Charlotte, je vous écoute. Oui, en fait, c'est une question con, mais en fait, on passe un contrat dès qu'on achète quelque chose sur Internet. Bien sûr, c'est un contrat de vente. Ok, donc dès qu'on achète quelque chose, ça fait un contrat de vente, d'accord. Mais en fait, c'est parce que on s'en aperçoit, mais tous les jours, on passe des dizaines et des dizaines de contrats. Tous les jours, Oui, on passe des contrats. Vous avez pris le bus, vous avez pris un ticket de bus, vous avez passé un contrat de transport avec contrat. le transporteur. Vous vous arrêtez à la boulangerie d'à côté, vous achetez un petit pain, vous passez un contrat de C'est un vente à contrat. transporteur. Alors, tous les jours, Ok, merci. 90% des contrats se passent sans problème. D'accord, 90% des contrats sont même pratiquement invisibles pour les protagonistes, pour la partie. Ça fait partie de leur quotidien. Mais il reste des contrats qui sortent un petit peu de l'ordinaire quand vous achetez une maison, quand vous allez contracter un prêt, quand vous faites un achat un peu plus conséquent. Ou encore ici, quand vous faites un achat sur Internet, il y a un contrat qui est passé. Et donc ici, c'est un contrat qualifié de contrat électronique ou de contrat numérique. Donc, et pour ce type de contrat, je vous rappelle, double clic obligatoire. Et ici, il n'y a eu qu'un clic. Il n'y a pas eu la possibilité pour le, il n'y a pas eu la possibilité pour le consommateur de comment dire, confirmer sa commande avec éventuellement une possibilité de modification de la commande. Donc voilà ici ce qu'appelait comme réponse cette question concernant les anomalies de la procédure. Alors dans la procédure, ici, qui a été respectée, c'est aussi le fait d'avoir par exemple, pas par exemple, c'est l'obligation d'envoyer une confirmation par email de la commande, un récapitulatif de la commande. Alors, comme, voilà, j'imagine que vous avez déjà passé des commandes sur Internet. Vous avez dû, une fois que vous avez terminé le processus de commande, et en général de paiement aussi, vous avez reçu par Internet, par mail, voici un récapitulatif de votre commande, blablabla, 3 paires de chaussures, de bouquins, etc., etc. Alors, par rapport à ce que vous disiez, Mathilde, justement par rapport au paiement, ici, le paiement, c'est quoi? Le paiement fait partie du contrat, mais en fait, c'est la réalisation de son obligation par l'une des parties. Puisque le contrat a été établi entre le vendeur ici sur Internet et France. A priori, on verra après si on peut le remettre en question, ce contrat. A priori, le contrat a été passé et France a satisfait son obligation, puisque elle, son obligation réside dans le paiement. Et pour le vendeur, son obligation résidera dans la délivrance du bien qui a été commandé. Alors, on ne sait pas si elle a été livrée, mais malgré tout, livraison ou pas, elle aimerait ne pas avoir cette deuxième paire de chaussures. Donc, comment peut-elle, en fait, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour pallier à son problème, pour répondre à ces questions? Elle ne veut pas de la deuxième paire de chaussures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs voies qui peuvent être activées.
Allez-y, Mathilde. Bah, moi, limite, je ferais déjà aussi pas enfin, renvoyer le mail de confirmation de commande au centre responsable du site et expliquer que c'est pas ce qu'elle avait demandé et qu'elle se fasse rembourser à... Enfin, ça dépendra si elle a payé ou non, Ouais, mais ouais, 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 d'accord. garder le mail récapitulatif en preuve. D'accord. Mais le mail récapitulatif prouve qu'elle a commandé deux paires. D'accord. Alors, malgré tout, votre Ah ouais. solution, Ouais. elle peut être imaginons, elle a commandé deux paires, mais elle n'en a reçu qu'une. Effectivement, votre mail, là, il peut être intéressant en matière de preuve en disant j'ai commandé deux paires. Regardez, j'ai un mail qui me récapitule et vous ne m'en avez livré qu'une. Ça, c'est une possibilité de preuve s'il y a un défaut au niveau de la livraison. Alors, mais on peut toujours opter pour une voie amiable, c'est-à-dire contacter le site internet, expliquer le problème et demander à ce qu'ils nous reprennent ou à ce qu'ils nous livrent qu'une seule paire en nous remboursant la partie de la deuxième paire. C'est toujours possible, mais malgré tout, ici, je pense que dans un examen, on n'attend pas ce type de réponse. On vous interroge sur un problème juridique, on attend une réponse juridique. D'accord. Des idées? Je vous ai mis un peu sur la piste tout à l'heure, puisque je vous ai dit, voilà, pour que le contrat soit formé, il faut ce deuxième clic. Or, ici, il n'y a pas eu de deuxième clic. Donc, Mais comment elle fait pour prouver qu'il n'y a pas eu de deuxième clic? C'est ça, moi, que je me dis. vous allez chercher trop loin. Ah, d'accord. Ok, donc elle doit juste, je sais pas, moi, peut-être porter plainte. Oh oui, portez plainte. Oui, oui, allez, à la Kalachnikov. Allez, Ah non! on va tous les faire sauter. Ouais. Voilà. Pour porter d'abord, on ne peut porter plainte que quand on soupçonne une infraction. Or, ici, il n'y a pas d'infraction. D'accord. Il faudrait prouver que c'est. Puisque finalement, elle a eu la deuxième paire de chaussures. Donc, quelque part, on ne lui a pas volé son argent puisqu'elle a eu la deuxième paire de chaussures. Non, ici, vous voyez qu'on parle de contrat. Positionnez-vous et ne faites pas l'erreur d'aller chercher des choses dont on ne parle pas. On s'en fiche de la preuve. D'accord. Et de manière générale, en droit des contrats tel qu'on vous le demande, d'accord, la preuve, c'est pas trop un souci. D'accord. Puisque c'est pas sur ça qu'on vous interroge, justement. On a évoqué des problèmes de preuve de temps en temps, mais on n'a jamais fait du droit de la preuve. D'accord. Donc ici, il faut se baser sur y a-t-il un contrat? Bah, du coup, on peut saisir le juge alors, vu qu'il y a contrat. Alors, si vous voulez saisir le juge, il vous faudra un fondement juridique. C'est ce que Ah oui, alors du coup, il faut. faut Et dans les démontrer. contrats, c'est quoi qu'on faisait, monsieur? C'était la mise en demeure, non? Ouais, mais du coup, là, ça marche pas. Oh là là. Mais du coup, il faudrait contacter directement, en fait, le service client et savoir quelle démarche. En fait, c'est quoi la démarche de base qu'il faut faire pour dire qu'il y a un Oui, problème? ici, on vous pose un problème de droit. Répondez-moi avec du droit. Ne me répondez pas avec des solutions de marchand de tapis, d'accord? Répondez-moi avec du droit. Je veux du droit. Et depuis tout à l'heure, j'essaye de vous mettre sur la voie. Existe-t-il un contrat? Non, parce qu'elle n'a pas double-cliqué. Ah, un contrat, c'est quoi? C'est un accord de volonté entre deux parties, sauf que là, le consentement, Ah bah, il n'est pas là. on commence à y arriver. Vous voyez qu'on Ah, parle, du coup, vice du consentement. on parle de droit. Alors, allez, ok, je veux bien qu'on aille sur le terrain du vice du consentement. Qu'est-ce que vous connaissez comme vice du consentement? Ah oui, non, ben non, ça marche pas du coup. C'est l'erreur, Erreur. le dol ou la violence. Et là, il n'y a eu aucun des trois. En fait, non, il n'y a pas vice du consentement, il n'y a juste pas consentement, quoi. Il n'y a pas de consentement. Donc, l'existence du consentement, en fait, un contrat, c'est, comme vous l'avez dit, il faut qu'il y ait volonté des deux parties. D'accord. On dit aussi que c'est la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Il n'y a pas eu cette rencontre. Il n'y a pas eu, puisqu'il n'y a pas eu ce deuxième clic. Donc, clairement, le contrat n'existe pas. D'accord.
Si le contrat n'existe pas à partir de là, l'entreprise n'a pas à livrer et elle n'avait pas à payer. Par conséquent, le contrat étant inexistant, il serait normal, légitime, légal, que l'entreprise récupère ses pertes et qu'elle rembourse tout simplement France. D'accord? Donc, dans votre méthodologie, ici, c'est la définition même du contrat qui nous servait de base pour résoudre le problème. Le contrat, c'est un accord de volonté. D'accord? Il faut que les deux parties soient d'accord pour s'engager. Ou bien, on vous dit aussi que c'est la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Si c'était l'offre des chaussures, mais elle n'a jamais accepté puisqu'il n'y a pas eu ce deuxième clic. D'accord? Et à partir de là, vous pouvez, donc, vous venez de dire votre droit. Le contrat est un accord de volonté entre deux parties qui fait naître des obligations pour chacune d'entre elles. Très bien, wow, c'est du beau cours, ça, merveilleux. Deuxième argument, le contrat est aussi vu comme la rencontre de l'offre et de l'acceptation. En l'espèce, comme il n'y a pas eu de deuxième clic, ça signifie donc que France n'a pas accepté l'offre qu'a fait le site Internet, ou encore qu'elle n'a pas donné son accord de volonté, son consentement au contrat. Par conséquent, le contrat n'existe pas. Dès lors, elle pourra demander le remboursement et le retour des deux paires de chaussures. Là, ce qu'il fallait viser, c'était une des solutions, c'était de dire le contrat n'existe pas. Il n'y a pas eu accord de volonté. On ne s'est pas tapé dans la main. C'est comme si vous me présentiez un contrat où je n'ai pas signé. Et que vous me disiez, bah non, 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 c'est bon, on a un contrat. Oui, mais je n'ai pas signé le contrat. Je n'ai pas donné mon consentement, je n'ai pas donné mon accord de volonté. Lui, Mathilde. Non, mais bah, du coup, il y a un truc qui me perturbe, je rejoins un peu Charlotte. Pour qu'elle puisse dire ça, il faut bien prouver derrière qu'il n'y a pas eu le double clic. Sinon, eux-mêmes, ils peuvent très bien nier jusqu'au bout et dire, bah si, il y aura eu le double clic. Bah, ici, on s'en fiche. Je vais vous faire la même Comme réponse. elle pourra jamais On vous donne, obtenir ce qu'elle veut. la question, c'est pas quels sont les éléments de preuve qu'elle peut apporter. C'est comment elle peut. Alors, vous pouvez éventuellement étayer votre argument sous réserve de pouvoir en apporter la preuve. Je veux bien. Donc, par exemple, faire le développement et tout en dessous du développement, dire, cependant, il faudra peut-être apporter une Non. preuve derrière. Voilà, bien sûr. Mais c'est Oui, pas... d'accord. La question, c'est pas comment prouver. La question, c'est est-ce que je peux le remettre? Oui, d'accord, ok. Est-ce que je peux... Bah oui, je peux. Parce que le contrat n'existe pas. Bon, bien sûr, il m'appartiendra aussi de le prouver. Ça, c'est clair. Mais pas de souci ici. Hein. Pas de souci en matière de preuve. En matière de preuve, alors soit c'est une erreur du site, ça peut être aussi une erreur du site. D'accord? Ça peut être un bug, tout simplement. Mais dans tous les cas, ici, comme il n'y a pas eu la possibilité, et puis je suppose que c'est récurrent sur ce site, il suffira de dire, regardez, je vous fais la démonstration, il n'y a pas de deuxième clic, et puis voilà. Je viens de vous le prouver par A plus B. Ou de faire une copie d'écran, si vous voulez. Mais a priori, ce n'est pas ça notre problème. Regardez bien la question, et dites-vous, on attend quoi demain? On attend du droit d'abord. D'abord, si vous avez une partie droit, on attend du droit. Donc, des solutions qui seraient tout à fait entendables, dire je vais appeler le site pour voir si éventuellement on ne peut pas négocier, etc. Oui, mais il n'y a pas de droit là-dedans. Donc, ce qu'on veut, c'est tester vos connaissances en droit. Si vous répondez en n'utilisant rien en droit, vous aurez zéro à la question, tout simplement. Même si votre solution, dans la vraie vie, elle s'entend. D'accord? Alors, ça, c'était une des premières solutions que nous avions. C'était remettre en question l'existence d'un contrat. Est-ce que vous connaîtriez une autre solution qui est là spécifique au site Internet, aux achats par Internet? Alors, il existe une deuxième solution peut-être que vous ne connaissez pas. C'est celle du délai de rétractation. Ça vous parle ou pas? Non, mais pas en tout cas pas en contrat sur Internet. Le délai de rétractation ne concerne d'ailleurs que les contrats sur Internet. En tout cas, celui dont je vais vous parler. D'accord? Puisque légalement, le consommateur, pour tout achat fait
ou toute vente faite à distance, c'est-à-dire où vous ne rencontrez pas le vendeur, ici par exemple via Internet, mais ça peut être aussi au téléphone, mais aujourd'hui il n'y a plus de vente par téléphone qui existe. Pour les ventes, donc principalement les ventes qui se font sur Internet, le consommateur, je parle bien d'un consommateur, je ne parle pas d'un professionnel, hein. Le consommateur a un délai de 14 jours pour renvoyer le produit et se faire rembourser. C'est ce fameux délai de rétractation. Donc le délai de rétractation, il est de 14 jours. Normalement, mais il y a beaucoup de sites internet où ça fait défaut, normalement, le site internet sur lequel j'achète doit proposer la démarche à suivre pour faire valoir son délai de rétractation. Donc, je veux dire, ben voilà, si vous entendez faire valoir votre délai de rétractation, envoyez-nous un mail, vous allez nous renvoyer le produit comme ça, comme ça, comme ça, et nous procéderons au règlement dans les 3 jours, par exemple. On doit vous expliquer toute la démarche. Il y a beaucoup de sites internet qui ne le font pas, ou qui le cachent dans un petit onglet perdu au milieu d'une photo, et on a du mal à le trouver. Alors, ce délai de rétractation, il ne vaut pas non plus pour tous les produits. Il est circonscrit à certains produits. Alors, les chaussures en font partie, à condition, bien sûr, qu'elles n'aient pas été portées. Bien sûr, il ne faut pas que le produit qui a été acheté, ici, c'est plutôt pour réparer une erreur d'achat, hein, plutôt que ou un mécontentement mais visuel, ou voilà. Mais si vous avez porté le produit, évidemment, le délai de rétractation ne joue plus. Il n'est plus opposable au vendeur. Au même titre que certains produits, tels que les produits qui auraient une date de péremption courte, ne rentrent pas dans le champ d'application du délai de rétractation. Je pense notamment, par exemple, vous achetez un ticket de cinéma sur Internet, c'est une vente, c'est un contrat numérique, d'accord, c'est une vente à distance, mais la séance, c'est demain. Ben, vous ne pouvez pas, vous ratez la séance, vous ne pouvez pas utiliser votre délai de rétractation au bout de 4 jours. Pas possible, parce que de toute façon, c'est mort, c'est perdu. D'accord. Donc le délai de rétractation, voilà, ne vaut pas pour les produits qui ont une durée de vie limitée, notamment dans les 14 jours. Donc voilà, il est quand même relativement circonscrit. Il ne vaut pas non plus, par exemple, pour les logiciels ou les CD qui auraient été vendus et qui auraient été ouverts. Il ne vaut pas non plus pour les produits de beauté qui auraient été décapsulés, etc. etc. Donc voilà, il est valable pour le consommateur. Il dure 14 jours. Il est valable pour certains produits. Alors, beaucoup de produits, hein, mais pas tous les produits. D'accord. Il commence, à votre avis, on commence à compter les 14 jours à partir de quand? Ben, au moment du contrat, de la rencontre de l'offre et de l'acceptation. Alors non, il commence à partir du moment où vous êtes livré. D'accord. À la livraison. Mais il est valable avant. Mais le délai court à partir de la livraison. C'est-à-dire, j'achète aujourd'hui, je peux utiliser mon droit de rétractation dès aujourd'hui, jusqu'à 14 jours après la livraison. Donc, dès la formation du contrat, effectivement, le droit est valable, mais le délai des 14 jours ne commence à compter, ne commence à courir qu'à partir du moment où je suis livré. Donc, si je suis livré dans 3-4 jours, bah, je compterai 3-4 jours à partir, 14 jours à partir de la date de livraison, et mon délai durera donc 3-4 jours avant, plus 14 jours après la date de livraison. Si le dernier jour du délai, le 14e jour, tombe un dimanche, le délai est prorogé de un jour pour courir jusqu'au lundi d'après. Même chose s'il tombe un jour férié, le dernier jour tombe un jour férié, il est prorogé jusqu'au lendemain. Donc voilà, par exemple, une voie de droit que France aurait pu utiliser, c'est-à-dire faire valoir son rétractation. A priori, on est dans les 14 jours. On est sur des produits qui rentrent dans le champ d'application de ces dispositions. Elle-même est une consommatrice, donc effectivement, pas de souci de ce côté-là. À partir de là, le site Internet devra procéder au remboursement. C'est une obligation pour lui. D'accord. Il devra lui rembourser la totalité des sommes engagées, c'est-à-dire y compris les frais de livraison si elle avait payé des frais de livraison. Par contre, les frais de livraison retour, les frais de retour sont à la charge du consommateur. Le site Internet peut les prendre en charge sans aucun souci, mais il n'a aucune obligation. Donc, si vous renvoyez
le produit, il faudra payer le transport du produit. D'accord ? Ensuite, le site Internet a un certain délai pour vous rembourser. Il a 10 jours pour vous rembourser. Au-delà de ces 10 jours, vous pouvez lui réclamer des pénalités pour remboursement en retard, donc, qui peuvent aller, quand ça dure, à des sommes relativement importantes. Dernier point sur le délai de rétractation. Est-ce que le site Internet pourrait proposer à France un bon d'achat ? Ben, je pense qu'ils peuvent, mais qu'elle peut aussi refuser que ça marche comme ça. Exactement. D'accord ? Le site Internet peut tout à fait proposer, voilà, nous, on vous propose un bon d'achat. Parce que le principe, c'est le site Internet, le vendeur doit rembourser l'acheteur de la même façon que l'acheteur a payé. Donc, si France avait payé par carte bleue, il lui recrédite sa carte bleue. Si France avait payé en envoyant un virement, ils auraient reviré sur son compte la même somme. Si elle avait envoyé un chèque, il lui aura envoyé un chèque. Toutefois, le site Internet peut tout à fait proposer un autre mode de remboursement, soit par un autre type de remboursement, ou soit par une méthode alternative telle que l'octroi d'un bon d'achat. Si le consommateur donne son accord, pas de souci. Par contre, si le consommateur ne donne pas son accord et exige d'être remboursé comme il l'a payé, le site Internet devra se conformer à cette obligation. Voilà les choses qu'il fallait voir ici. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand on vous pose une question de droit, répondez avec du droit. Essayez de trouver les règles qui sont applicables à votre cas et qui vous permettent de démontrer ce que vous avez envie de démontrer. Ce qu'il faut retenir, c'est que les contrats numériques, les contrats électroniques sont régis par les dispositions légales qu'on connaît. Vous m'avez parlé du consentement, ça aurait été applicable. D'accord ? Ici, il n'y avait pas de problème de consentement, en tout cas pas de problème de vice du consentement. Il y avait un défaut de consentement, mais pas un vice du consentement. Ces dispositions-là sont applicables, et en plus, il y a des dispositions spécifiques, notamment cette histoire du double clic, qui permet de valider la commande avec possibilité de la modifier entre-temps. Voilà ce qu'il faut retenir. Et puis, notre petit délai de rétractation de 14 jours pour les ventes sur Internet. Alors, passons au cas numéro 2. Alors, Maxime, qui est un fan de Game of Thrones, trouve sur un site Internet un livre, un exemplaire, a priori luxueux, qui est un produit neuf, qui est vendu 259,90 €, donc une somme relativement importante. D'accord. Et donc le libraire et la librairie, la vente va se faire sur Internet, la librairie se trouve en Espagne. Donc notre petit pépère Maxime, il achète le bouquin, et à la livraison, il est très déçu parce que le bouquin n'est pas neuf d'abord, il est de très mauvaise qualité. Et a priori, il a été mal imprimé, il y a des photos qui sont manquantes, etc., etc. Donc, il ne correspond pas du tout à ce que le vendeur prétendait. Donc, il contacte le libraire pour obtenir le remboursement de son achat. Par contre, il a quelques petites difficultés, puisque même s'il voulait saisir un tribunal, le vendeur espagnol lui explique qu'il faudra saisir un tribunal espagnol puisque le vendeur est espagnol. De plus, il lui explique aussi que le litige, même porté devant un tribunal espagnol, devrait être réglé selon le droit espagnol. Et par exemple, on ne pourrait pas faire application de ce délai de rétractation valable en droit français, mais pas forcément valable en droit espagnol. On vous demande ce que vous en pensez. Alors, on est même là au-delà, au-delà des problématiques de vente à distance, même si ces règles s'appliquent évidemment. Je voudrais d'abord vous rappeler la règle commune, la règle bateau qu'il faut savoir, concernant la compétence territoriale des tribunaux, c'est-à-dire quels tribunaux je dois saisir quand les deux protagonistes d'un litige habitent dans des villes différentes.
D'accord ? On va d'abord parler du territoire français. Imaginons que je sois à Lille, que je commande un produit à Nice, que ce produit arrive, qu'il est complètement défectueux, et que je décide de saisir le tribunal parce que ma commande était relativement conséquente, je suis très déçu et très embêté. Je décide de saisir un tribunal, lequel vais-je devoir saisir? Alors moi, naturellement, j'habite à Lille, je vais aller au tribunal de Lille. Alors, peu importe la compétence matérielle, tribunal de commerce ou tribunal judiciaire, c'est pas ça qui m'intéresse. Pour l'instant, c'est la compétence territoriale. Donc, je vais aller saisir un tribunal à Lille. D'accord. Est-ce que j'ai raison? Oui, parce que je crois que c'est le défenseur, je crois, c'est sur la commune du défenseur, non? Alors, vous avez tout à fait raison, donc ça veut dire que j'ai tort, puisque si c'est moi qui engage l'action, c'est moi le demandeur. Oui, oui, pardon. Oui, du coup, Donc, c'était à Nice. voilà, le vendeur se trouve lui à Nice, et moi j'agis contre le vendeur, donc moi je suis le demandeur et lui le défendeur. Donc, si c'est le lieu du défendeur, ça sera le tribunal de Nice. Ça, c'est la règle générale, c'est le principe. D'accord? Sauf que vous savez qu'évidemment, à tout principe, il existe des exceptions. La première exception, c'est qu'entre professionnels, je dois d'abord regarder s'il n'existe pas une clause dans le contrat qui attribue ou qui donne compétence à un tribunal en particulier. Deux professionnels peuvent très bien avoir prévu dans le contrat, ou même l'un des deux, hein, et l'autre a accepté cette clause, peuvent très bien avoir prévu dans un contrat qu'en cas de litige entre les deux parties, alors un certain tribunal sera compétent. Alors, en général, c'est celui qui a pensé à mettre la clause qui va choisir le tribunal, et donc il va plutôt choisir un tribunal du ressort de sa ville, plutôt que d'aller à Pétaouchnok pour devoir plaider. Donc ça, c'est la première exception. Y a-t-il une clause dans le contrat qui prévoit déjà une compétence territoriale pour un tribunal? S'il y a une clause, alors elle prévaut sur la disposition que nous avons vue précédemment. Sauf qu'à cette exception, il y a une exception. Cette clause n'est valable qu'entre professionnels. Je vous ai dit, le particulier, le consommateur, il est super protégé. Et qu'une telle clause est inopérante dans un contrat dans lequel il y a une partie où c'est un consommateur. Donc demain, si vous, en tant que professionnel, en tant que diététicienne, vous liez un partenariat avec une entreprise qui se trouve à Nice, d'accord, vous serez deux professionnels, il faudra regarder s'il existe une clause attributive au contrat. Sinon, je vous conseille d'en mettre une et de dire que c'est le tribunal de Lille qui est compétent pour éviter, en cas de litige, d'aller devoir aller à Nice. Et inversement, bien sûr. Maintenant, si vous êtes avec un particulier, si c'est un contrat entre un professionnel et un particulier, une clause, voilà, elle est interdite. Donc, elle est inopérante. Même si vous la mettez en contrat, elle ne marche pas. D'accord? On ne peut pas l'appliquer. Donc voilà, il y a une exception, il y a une exception à l'exception. Ça, c'est la première chose. Après, deuxième particularité. Dans les contrats où il y a la livraison d'un bien, la personne qui décide d'aller, donc qui prend l'initiative de saisir un tribunal, peut saisir le tribunal du lieu de livraison du bien. Ah ben c'est pas mal ça. Et ça, c'est valable dans tous les cas. Professionnel, 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 particulier, particulier, particulier. Donc, en droit français, on peut appliquer cette disposition qui est une alternative au lieu du défendeur, et qui ici, bonjour Célien, vous êtes un super à la bourre, hein, donc qui est une alternative à cette règle de base. Ça, c'était en droit français. Maintenant, s'agissant de droit international, les mêmes règles s'appliquent. Ben, c'est super. Ces règles-là, elles ont été transposées en droit international. J'ai oublié mon nom. Non, pas de souci, c'est bien. Ces mêmes règles s'appliquent aussi en droit international. Bon, ben, c'est super, c'est déjà seulement à savoir. D'accord? Donc, pareil, si on a un particulier et que le particulier décide de saisir un tribunal, il peut choisir le lieu de livraison. Et ici, notre pépère,
il a plutôt intérêt à dire à notre libraire espagnol, bah, écoutez, moi j'ai le choix entre effectivement un tribunal du lieu du défendeur, donc un tribunal espagnol, ou un tribunal du lieu de livraison du bien. Et ici, le bien a été livré en France, donc je peux aussi choisir un tribunal français. Bon. Donc, règle générale, lieu du défendeur, mais quand il y a un contrat, lieu de livraison du bien, ou de réalisation de la prestation, si c'est une prestation. Bon, bah, ça règle le problème déjà de la compétence territoriale. Donc, on pourrait évoquer comme réponse ici à Maxime que, effectivement, les règles de compétence lui permettent de saisir un tribunal français. Maintenant, quelles sont les règles concernant la loi qui va être applicable? Ici, il y a deux types de règles. La première règle, c'est celle qui concerne deux professionnels. Si ces deux professionnels, attention à ce que je vais vous dire, si ces deux professionnels ou deux particuliers, donc finalement, s'il n'y a pas un fort, un faible dans l'affaire, deux professionnels, deux particuliers, ça sera la loi du pays du vendeur. Waouh! Donc ici, un juge français, si on avait eu affaire à deux professionnels, la règle qui permet de saisir le juge de livraison du lieu de livraison du bien est valable, même entre deux professionnels. Donc imaginons que je sois un professionnel qui passe un contrat avec un Allemand, d'accord? Le contrat ne donne pas compétence à un tribunal en particulier. J'ai un litige avec mon fournisseur qui se trouve en Allemagne. J'applique la règle qui est valable aussi en droit international du lieu de livraison du bien. Le bien a été livré en France, donc le tribunal français est compétent. Sauf que entre deux professionnels, pour dire quelle loi le juge doit appliquer pour régler notre litige, c'est la loi du lieu du vendeur. Donc, je vais devoir saisir un juge français qui va traiter mon problème en appliquant le droit espagnol. Wow, compliqué, hein? Et pareil, le contrat peut avoir prévu la règle applicable. Maintenant, concernant des consommateurs, dès qu'on a une partie faible et une partie forte, et en droit, le consommateur, c'est un faible. Les assurances, c'est des forts, les vendeurs, c'est des forts, les banques, c'est des forts. Mais le consommateur, lambda, monsieur Y, qui se balade dans la rue, lui, c'est un faible. Et la loi entend protéger les faibles, autant en droit interne qu'en droit international, ou au moins dans l'Union européenne. Et ici, pour le consommateur, ça sera la loi du pays du consommateur. Donc, pas la loi du pays du vendeur, mais la loi du consommateur. Donc, Maxime peut très bien saisir un juge français qui jugera le litige avec avec le droit français. Alors, ces règles de compétences territoriales et de lois applicables, elles peuvent de temps en temps jouer des tours. Et je vais vous raconter une petite anecdote concernant cette problématique. Je vais vous raconter deux anecdotes d'ailleurs. Deux anecdotes. D'abord, le fait que des règles établies dans des pays étrangers doivent être respectées en France. D'accord. Imaginons, et c'est notamment les règles liées à l'état des personnes, imaginons que c'est mon chat qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, qui est un peu embêtant. Donc, pauvre chat, il fait ce qu'il fait. Donc, je vais vous raconter l'histoire de ce monsieur qui arrive d'un pays étranger, je ne sais plus lequel d'ailleurs, et pays dans lequel la polygamie est acceptée. Tiens, il existe encore des pays dans lesquels l'homme peut avoir plusieurs femmes, de façon officielle et légale, chose qui bien sûr est interdite en France. Donc ce monsieur est marié à 3 femmes dans son pays. Bon, jusqu'à là, pas de souci, puisque c'est légal dans ce pays. Ce monsieur arrive en France, d'accord, légalement, en règle, avec des papiers, une carte de séjour, un visa, tout ce que vous voulez, aucun souci sur la légalité de son séjour en France.
Il s'installe en France avec ses 3 femmes. Pas de problème. D'accord? Et donc, il va à la RATP, ça se passe à Paris, il va à Paris, et il demande une carte de famille nombreuse, puisqu'avec une de ses épouses, il a 3 enfants, et que ça lui donne droit à une carte de famille nombreuse. Donc il présente une photocopie de la carte d'identité de ses enfants, de son épouse, pas de souci, monsieur, hop, on lui fait une carte de famille nombreuse. Et puis dans la foulée, il dit, bah, j'en voudrais une deuxième pour ma deuxième épouse. Puis là, l'employé de la RATP dit, mais attendez, vous croyez où là, monsieur, blablabla, blablabla, et refuse donc de lui faire sa deuxième carte. Et le monsieur dit, bah oui, mais attendez, moi je ne suis pas dans l'illégalité, puisque le mariage, l'acte, a été fait dans mon pays d'origine où c'est légal. Je ne me suis pas marié en France, le contrat a été conclu dans un pays où c'est légal. Maintenant, les effets du contrat en France, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais moi, légalement, je ne suis pas dans l'illégalité, puisque le mariage a été célébré dans le pays étranger. Et bien sûr, ça arrive devant un tribunal, ça arrive devant la cour d'appel, ça arrive devant la cour de cassation, et les juges ont dit, bah oui, ce monsieur, il a des droits, comme, il a des droits d'être reconnu marié à 3 femmes en France, parce que c'est pas illégal, parce que l'acte n'a pas été conclu en France. Donc vous voyez déjà, première problématique de règles étrangères applicables en France, comment ça se gère, ça pose un certain nombre de soucis. Autre cas très rapide que je vous donne, 2 Français qui se rencontrent aux États-Unis, 2 étudiants qui partent faire leur stage de fin d'année aux États-Unis. Ils décident finalement tous les deux de s'installer puisqu'ils trouvent du travail aux États-Unis. Ils décident de s'installer aux États-Unis et décident aussi de se marier aux États-Unis. Le mariage est fait donc aux États-Unis. Et puis au bout de quelques années, malheureusement, ça tourne un peu vinaigre et la jeune fille décide de rentrer en France. Elle rentre en France sans son mari qui reste aux États-Unis. Et en France, elle décide de demander le divorce. Elle va saisir le juge des affaires familiales pour demander le divorce. Et se pose le problème de, on va les divorcer selon quelles règles? Ils sont mariés à l'américaine. On doit les divorcer à l'américaine, donc dissoudre un contrat qui a été prononcé selon certaines lois. On doit les dissoudre le contrat de mariage à la française alors que c'est un contrat américain. Enfin, compliqué. Donc il y a une règle pour ça d'ailleurs. La règle, c'est on va prononcer le divorce en utilisant les lois du pays de la première résidence commune. Donc, en l'espèce, il a fallu prononcer le divorce avec des lois du pays de la première résidence commune. La première résidence commune, c'était les États-Unis. Donc, on a dû prononcer un divorce à l'américaine, qui n'est pas du tout la même chose qu'un divorce à la française, d'ailleurs. Donc, vous voyez que ces règles internationales, de temps en temps, il faut vraiment qu'il y a de toute façon des règles en disant, dans ces conditions-là, c'est la loi de tel pays, dans ces conditions-là, c'est la loi de tel pays. Donc voilà pour cette petite problématique de compétences internationales qui peut être relativement intéressante. Bon, alors maintenant, on arrive sur quelque chose qui, autant, là j'ai repris le TD qui était dans le cours de l'année dernière, autant sur les règles de compétences internationales, vous embêtez pas trop. Hein. Je vois mal un sujet tomber là-dessus. J'en suis sûr à 99,99% qu'on ne peut pas vous interroger là-dessus. Ce n'est pas au programme, je ne comprends pas pourquoi le TD a été fait comme ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. D'accord. Autant le premier exercice est plutôt pertinent, autant celui-ci, il est un peu moins pertinent, il permet d'avoir une petite discussion sur ça, mais impossible. Impossible. Par contre, sur la troisième question, elle m'intéresse beaucoup plus. Comment peut-il se faire rembourser? Et là, il faut aller sur le terrain du vice du consentement. Alors, qui est-ce qui se risque et qui me trouve le vice du consentement et qui me fait une belle majeure, une belle mineure et une belle conclusion? Je rappelle que dans les majeurs, vous devez donner vos règles de droit.
tout ce que vous savez. Mais monsieur, là, tout ce qu'on sait, c'est juste que le livre n'a pas été, enfin, n'a pas été livré dans l'état où il était présenté. Ouais. Ok. Donc techniquement, le gars, il est pas fou. Enfin, le livre, il est vraiment pas bon par rapport à comment était la Mais photo. voilà, il n'est pas neuf, d'abord. Il est en très mauvais état. Donc il est abîmé, il est mal imprimé et les photos sont de mauvaise qualité. Ok. Ben, euh, en droit, il faut dire déjà que tout vice du consentement annule le contrat, Ça, c'est très bien. déjà. Que les vices du consentement peuvent être l'erreur, le dol ou la violence. Donc là, je dirais qu'on devrait partir sur le dol. Continuez. Le dol, il a déjà la condition, c'est que, enfin en fait, le dol, c'est des manœuvres euh, dolosives ou mensongères ou des tromperies, enfin bref, Très bien. mais et qui doivent être intentionnelles Oui. et qui font que du coup le co-contractant, s'il n'y avait pas eu toutes ces manœuvres, etc., il n'aurait pas contracté ou dans des conditions différentes. C'est super. Ensuite, on peut dire en l'espèce, Donc, on passe à la mineure. Allez-y, on passe continue. à la mineure. Euh, En l'espèce, monsieur, je sais plus comment il s'appelle. En l'espèce, le vendeur du livre, je sais pas comment on pourrait dire, a trompé sur. Parce que c'est quoi la manœuvre en soi? Bah, ici, c'est l'annonce. C'est l'exemplaire broché. Non, c'est l'annonce. Regardez. C'est l'annonce, ouais, ok. L'annonce, il vous marque 9 sous blister. Donc, Ouais, allez. donc il faut mettre que l'annonce est mensongère. Donc, elle constitue votre. Euh, donc, euh, euh, donc elle constitue un dol. bah, pas tout. Donc, il manque des choses. Oui, il faut que ça soit intentionnel. Voilà, bon, là, on ne peut pas arriver à dire que c'est intentionnel. Il n'y a rien qui nous montre. Mais Non. le mec, il a quand même rédigé l'annonce. Donc, quand il met Oui. 9, alors qu'il bon, on peut dire que c'est quand même intentionnel. D'accord. Et effectivement, vu le prix, s'il n'avait pas été neuf et d'aussi mauvaise qualité, Oui, il n'aurait pas été à ce il prix-là. n'aurait pas, il n'aurait pas acheté. D'accord. Mm. Donc, tac, tac, vous avez donné votre espèce et démontré que chaque condition que vous avez donnée précédemment était donc satisfaite. Oui, Et du coup, je ensuite, dis l'acheteur, le consentement de l'acheteur a été vicié, donc le contrat est annulé, il doit être remboursé, blablabla. alors vous avez un peu 1 minute 8 sur la fin. Le contrat, il est nul. Ça veut dire quoi que le contrat, il est nul? Ça veut dire que c'est comme s'il avait jamais existé. Hein. Du coup, il faut, si c'est possible, remettre les choses en l'état comme elles étaient avant le contrat, donc la restitution. Exactement. Ben voilà, c'était. Il manque une miette de poil. Il manque un poil de mammouth qui traînait sur. Le dol doit porter sur un élément essentiel, sur quelque chose d'important. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est une des conditions que vous avez oubliées, mais franchement, je crois que si vous le faites comme ça, exactement comme vous l'avez fait, vous avez la totalité des points. D'accord. Parce que vous avez bien fait votre droit en expliquant d'abord que, comme vous recherchez la nullité du contrat, vous expliquez que effectivement le vice du consentement entraîne la nullité du contrat. Ça, c'est clair, net et précis, et c'est une des dispositions du Code civil. Que dans les vices du consentement, il existe l'erreur, et vous êtes resté sur le dol parce que voilà, vous n'allez pas commencer à expliquer l'erreur puisque vous n'allez pas viser ça de toute façon. Donc vous expliquez le dol. Et puis, vous avez enchaîné sur les conditions du dol, une manœuvre, une réticence ou un mensonge, d'accord, volontaire, dans le but d'obtenir le consentement
du co-contractant et qui porte sur un élément essentiel. Effectivement, le fait que le bouquin il soit neuf ou qu'il soit vieux, c'est quand même important. On n'achète pas un bouquin neuf comme on achète un bouquin vieux. Le fait qu'il soit neuf, c'est important, et d'autant plus, c'est encore plus important ici pour notre ami Maxime. Donc voilà, donc toute votre démonstration a été nickel. Si vous la faites comme ça, c'est parfait. Ça marche pour tout le monde? Donc voilà, c'était notre petite séance de remise à niveau. Vous voyez que ce n'est pas un chapitre très compliqué. Hein. Faut dire qu'il y a des dispositions particulières et que les dispositions de droit commun s'appliquent. Et puis pensez à cette histoire de procédure de double clic. Après, si vous savez ça, il n'y a pas de problème. Ça marche? Bon, on se fait une petite pause de 5 minutes et puis on reprend avec l'ensemble du groupe. Ok, merci. Allez, à tout à l'heure. Même, je sais pas, je pense que ce sera peut-être le même lien. Enfin, en tout cas, moi, je vais quitter et, pour pouvoir réaccueillir les autres. Je ne sais pas si c'est le même lien.